Je sais que j'ai beaucoup pris de votre temps. Jusqu'à minuit, je suis disponible. Such a kind. And C'est très gentil. that was all this. You came from a tough time. Vous êtes venu d'une période assez difficile. Stability and peace La stabilité was the first priority. et la I mean, paix not était la première The first priorité one pour was vous. peace. La première chose, c'était la And paix. I understand that. I think all of us understand that. En parlant des choses qui suivent, Where are we going from here? How are we going to manage comment the est-ce que vous transition êtes in this arrivé country? à gérer la transition dans ce Do pays? you want to continue to do this job, but then you'll have to stay for a third term and fourth term? Est-ce que vous voulez continuer à avoir un autre mandat ou jusqu'à 6 mandats? Or Non, je vais vous dire qu'il faut vous arrêter à 4, parce que tous ceux qui ont tenté un 5e mandat, ça n'a pas marché. Hein? no, but Bien que ce soit des amis à moi. yeah, it must be a question. I mean, Oui, cela because pourrait être une question qu'on va se poser, oui, parce que vous avez du succès à gérer ce pays. Donc certaines personnes peuvent dire, mais oui, pourquoi je dois laisser ce peuple? Et vous avez à laisser ces personnes comment? Moi, vous savez, le job de président, ça fait 8 ans que je le fais. Je n'ai jamais occupé de fonction plus de 6 ans. Que ce soit directeur Afrique du Fonds monétaire, directeur général adjoint, gouverneur de la Banque centrale, directeur des études, etc. Donc j'ai déjà fait 8 ans, ce qui n'est pas mal. J'ai jamais fait plus de 6 ans dans un job. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours cru qu'il faut un renouvellement de génération en Afrique. Voyez-vous, 75% des Africains ont moins de 35 ans. Alors, je prends le président français, il a 40 ans. Moi, mon fils est né à 54 ans. Alors, 52 ans, je lui ai donné 2 ans de plus. Il a 52 ans. Alors, donc, il est clair que, pour moi, la voie va vers un transfert, donc, à une nouvelle génération. Ça me paraît tellement évident. Maintenant, à cause de l'INAS Marcoussi, des arrangements, n'avons pas mis de limite d'âge dans notre Constitution, parce que c'était 75 ans avant. Mais la morale voudrait que, quand même, on se dise qu'à un moment donné, on offre moins en contribution à son pays quand on prend de l'âge. Et que par conséquent, il faut être raisonnable. Il arrive un moment où, même si la Constitution vous le permet, vous devez décider de faire en sorte de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Et c'est... Ah non, je vous dis pas que je m'en vais, hein. Attention. J'ai pas dit que je m'en vais. Alors, non, je vais terminer. Ibrahim, je vais terminer. okay, guys. D'accord. Non, vous savez, moi, j'ai été éduqué par le premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Il disait qu'un homme politique, un homme d'État, doit se référer à 3 choses. Il y a Dieu, n'est-ce pas, il y a le peuple, et il y a votre propre conscience. Moi, je suis très croyant. J'espère que Dieu me donnera la santé et la longévité. Le peuple ivoirien m'a élu à 83%. En 2015, il ne peut pas y avoir un meilleur hommage. J'en suis très fier. Et maintenant, il y a votre conscience. La conscience, ça veut dire, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que votre pays a atteint les objectifs que vous vous êtes fixés en venant dans cette fonction. Est-ce que le pays est suffisamment stable? Est-ce que le pays est en sécurité? Est-ce que vous avez une équipe qui peut faire la suite? Une fois que vous avez pris cette décision, le reste devient facile. Donc je rendrai ma décision l'année prochaine.
Mais j'aimerais que si vous pouviez peut-être donner un appel au président Joël Bachir du Soudan. Et certaines des choses que vous venez de dire, vraiment, je pense que ce serait de bons conseils pour lui. Mon ami, vous savez. On a le même prénom, il s'appelle Hassan comme moi, Omar Hassan. Ouais. Omar Al-Hassan, yes. Oui, c'est cela, Omar Hassan. Je pense que c'est là où la similarité s'arrête. Donc il faut attendre encore l'an prochain pour savoir si vous allez chercher à avoir un autre mandat. Vous êtes un ami, donc je vous consulterai avant de rendre ma décision. D'accord, donc je ne vais pas avoir à attendre un an. J'ai un certain nombre d'amis que je consulterai avant de prendre ma décision définitive. Mais elle est presque prise. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et s'il vous plaît, applaudissez-le, joignez-vous à moi. That was wonderful. Et c'est merveilleux. Président Badakani, alors, le docteur Nguyen l'a souligné, on a aussi vu le président Ouattara lui-même, il a souligné que lors de sa prise de parole, il a précisé qu'il n'a jamais fait plus de 6 ans dans un job, un poste. Il a parlé de conscience morale. Pour lui, c'est une conscience morale de savoir que l'âge peut être un frein pour un chef d'État. Il ajoute justement qu'il a presque pris sa décision. Alors. Non, ça peut tromper les naïfs, mais ça ne peut tromper personne de sensé et de lucide. Reprenons les arguments du président. Il a convoqué Dieu. Oui. Pour ne pas vouloir répéter ce qui a été dit avant moi, je crois comprendre, n'est-ce pas, à travers la convocation de Dieu par le président Ouattara, que certainement c'est ce Dieu-là qui l'a autorisé de prendre le pouvoir par les voies que nous connaissons. Puisqu'il croit en Dieu, c'est ce Dieu-là qui l'a autorisé à prendre le pouvoir par les voies que nous connaissons. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, détruire un pays, faire bombarder le palais, faire humilier la première dame. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire sur un plateau. Madame Simone Barbeau, vous savez ce qu'elle a subi? Organisé et planifié par le troupe du président Ouattara. Alors, donc, et si Dieu, son Dieu autorise certainement des choses comme ça? Le Dieu du président Ouattara, puisqu'il n'a pas dit mon Dieu, il a dit qu'il croit en Dieu. Donc, je pense que Dieu autorise des choses comme ça, d'après le président Ouattara. Certainement, il a convoqué le peuple. Alors, nous savons que le président Ouattara a systématisé la mort de milliers d'Ivoiriens. Était-il le peuple, ces Ivoiriens-là? Mais ils étaient des choses qui tombaient, je ne sais pas, bref, ils n'étaient rien. Ou bien ils étaient des Ivoiriens, dont le peuple. Je dis bien systématisé parce que la rébellion en Côte d'Ivoire a été pensée, organisée, élaborée. Et ce n'est pas une affaire spontanée. C'est-à-dire, on savait qu'il y aurait des milliers de morts. On le savait. Donc, on a organisé ça. Ça a été organisé. Donc, des milliers de morts. Le peuple ivoirien. Il y a eu des milliers de morts, madame Manuela. Et le président nous dit, il croit au peuple. La conscience. Alors, il a été clair. Il dit que, est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Est-ce qu'il a une équipe déjà préparée? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que moi, je lis entre les lignes. Nous voyons ça. Et les faits ne vont pas nous démentir. Si, n'est-ce pas, le président est en capacité de se représenter, il le fera. Il n'y a pas de débat. Mais s'il n'est pas en capacité, tout à l'heure, je vous ai dit que je respecte son nom et c'est un patriarche, je ne vais pas dire certaines choses à vie privée. S'il n'est pas en capacité, il prépare Bakayoko, qu'on a déjà fait chef de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Et qui est son homme de main. Et l'homme de main de ce gang international qui ne veut pas lâcher la Côte d'Ivoire. Comme vous avez quelqu'un ici avant moi, lâcher son morceau de viande. Donc les choses sont claires. Et c'est pour ça qu'il va éliminer systématiquement tous ceux qui vont se mettre sur ce chemin. C'est pour ça qu'il fait des deals, il donne des gages, n'est-ce pas, à son patron français et à ses parrains américains.
Donc les choses doivent être claires. Peut-être même il va aller s'arranger avec Trump, parce que nous savons qu'il a soutenu Mme Clinton. Il a même financé la campagne de Mme Clinton. Je le dis ici, si on peut me démentir, on va me démentir. Elle n'a pas gagné. Donc ses relations avec M. Trump ne sont pas très bonnes. Mais bon, M. Trump, c'est le président américain, c'est un businessman. Donc s'il lui offre davantage des morceaux de Côte d'Ivoire qu'il vend à M. Trump, bon, peut-être qu'ils pourront s'entendre. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et il a dit un mot là, le président a dit un mot qui passe inaperçu. Mais moi j'ai retenu ça. Lequel? Il dit, le 5e mandat, c'est le mandat de trop. C'est ce qu'il a dit. Et il dit, il y a des gens qui ont fait ça, ils ne sont pas mes amis. Très bien. Il parle du président Bouteflika. Et je ne suis pas là pour rien. Ça permet de comprendre la psychologie du président Ouattara en la matière et de comprendre quelle est sa démarche politique de manière fondamentale. Le président Ouattara n'aime pas les patriotes africains. Le président Ouattara n'aime pas des figures historiques, n'est-ce pas? Parce qu'elles lui font ombrage d'abord, et puis son camp auquel il appartient, ses parrains internationaux, n'aiment pas des figures comme Bouteflika. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire entre le président Ouattara et M. Bouteflika, qui est une figure historique du continent africain, qui fait la fierté? C'est parce que le président Bouteflika est affaibli par la maladie, que n'importe qui va se lever et dire n'importe quoi du président Bouteflika. Il a fait une guerre d'indépendance, c'est un grand monsieur, et il a fait la fierté du continent africain. Jeune ministre des Affaires étrangères, 25 ans, tellement brillant, il parlait, il était le porte-parole de l'Afrique à l'ONU. Donc le président Ouattara n'aime pas ce type de personnes. Je voudrais vous rappeler, souvenez-vous quand le président Mugabe était président de l'Union africaine, le président Ouattara a interdit que l'avion du président Mugabe atterrisse en Côte d'Ivoire. Vous avez oublié ça? C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté l'âge de Mugabe, du vieux. Il n'a pas respecté l'institution que M. Mugabe représentait. Pourquoi? Parce que Mugabe lui faisait ombrage en tant que figure du combat anticolonialiste, en tant que l'homme de Lisbonne. Et or, vous savez que l'Union européenne, tout ça, ce sont les parrains du président Ouattara. Rappelez-vous ce qu'il a fait au président Gbagbo. La déportation à la Cour pénale. Je ne reviens pas sur l'humiliation qu'il inflige au président Gbagbo, qui est le Premier ministre, avec la loi anti-casseurs. Non seulement la loi est passée, mais je vous dis, il a humilié physiquement le président Gbagbo. Si un plateau ne dit pas certaines choses. Pourquoi? L'ombrage. Gbagbo avait déjà acquis une statue historique. Le président Ouattara n'aime pas ce genre, il n'aime pas ce genre de personnes. Parce que le président a un problème. Le président voulait que, n'est-ce pas, il soit le leader incontesté du continent africain, du moins l'Afrique subsaharienne, à cause de, comme il aime le rappeler, de ses fonctions qu'il a occupées. Mais on n'entre pas dans l'histoire parce que vous avez été directeur ou bien de la Banque centrale ou bien DG du FMI. C'est la technocratie. Et la technocratie, dans ce genre de millions, on connaît ce que ça vaut. Alors, donc on peut pas, il croyait donc que quand il est devenu président par les voies, n'est-ce pas, que nous connaissons, il va entrer dans l'histoire. Mais quel Africain retiendra le nom du président Ouattara demain? Quel Africain? Ok. Par contre, le président Gbagbo entre dans l'histoire. Il est entré dans la galaxie des grands Africains, Mme Manuela Siké. Ces grands Africains qui ont fait avancer réellement l'histoire. L'histoire n'avance pas parce que vous avez les chiffres et le constat économique. Non. Allez lire les grands noms de l'histoire. Ce sont des hommes d'État qui ont ouvert les portes de l'histoire. De Gaulle, Tel, Oumniobe, Wandje, Sankara. Quel Africain de sérieux va demain dire que ma référence est le président Ouattara? Tout Africain sait que le président Ouattara travaille en toute conscience contre le continent africain. Et nous, on l'appelle président parce qu'on respecte le patriarche quand ils ont un certain âge, c'est tout. C'est tout. Je terminerai avec les interpellations de certains téléspectateurs. Notre ami Michel, que je salue, c'est notre ami. On ne s'entend pas, mais c'est notre ami. On débat, on ne combat pas. Et moi, je vais lui opposer des arguments maintenant. Lorsqu'on nous dit que tout va bien en Côte d'Ivoire parce qu'il y a le taux de croissance, il y a des routes, il y a des ponts et des ports qui surgissent de terre par miracle. C'est-à-dire chaque 2 jours, on construit un pont. Chaque 3 jours, il y a un port qui émerge. Chaque 5 jours, il y a une longue route qui surgit. Mais d'accord. Mais mes chers amis, une fois, je le redis encore, un gouvernement n'entre pas dans l'histoire parce qu'il a construit des routes et des infrastructures. Je suis désolé pour vous. Les colons construisaient des routes et des infrastructures. Les colons. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de la colonisation, les anciens colons nous disent que non, la colonisation a construit des routes, les hôpitaux. C'est ce qu'ils nous disent comme bilan.
Mais quel Africain, quel homme sur terre a déjà accepté le régime colonial? Hitler avait construit une route en France, monsieur. Hitler. Et il avait des projets, des grands projets d'infrastructure en France pour faire sa grande Europe telle qu'il imaginait. Et je peux même vous dire qu'une grande partie de l'Union européenne aujourd'hui, en termes de concept, reprend en partie le plan d'Hitler. Je vous le dis, allez lire. Mais quel Français, quel Européen célèbre Hitler, mon cher ami? Même les Allemands ont honte de lui. Les Allemands même qui parlent, les néo-nazis ne sont pas majoritaires en Allemagne. Sinon, ils prendraient le pouvoir. Donc, vous ne venez pas nous dire tous les jours, non, on construit le machin qu'on sort. N'importe quel gouvernement futur, le dernier du monde peut construire 2 routes avant de partir. Je dis 2 routes, tout le monde construit des routes. Ce n'est pas une performance aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'argent dans le monde et on veut blanchir. Donc on est prêt à financer des infrastructures partout pourvu qu'on construit les ponts. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, sans s'assurer qu'il y a un savoir-faire ivoirien capable de construire les routes, de construire ces ponts-là. Ça veut dire qu'on blanchit de l'argent. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on entre dans l'histoire, mon cher ami. Les colons ont fait toutes ces choses-là, mais vous, Michel, vous n'êtes pas pour la colonisation. Vous ne pouvez pas non plus soutenir alors un régime qui fait la promotion de la recolonisation du continent africain, même s'il construit des ponts et des routes.